Séance de rattrapage, un podcast proposé par le Pays Charolais-Brionnais. Bonjour, je suis Marie. Bienvenue dans ce podcast dans lequel Aurélien et Thomas vous parlent des missions du Pays d'Art et d'Histoire. Mais au fait, c'est quoi le Pays d'Art et d'Histoire ? Labellisé depuis 2007, le Charolais-Brionnais sensibilise les habitants, les visiteurs et le jeune public au patrimoine et à la qualité de l'architecture et du cadre de vie. Dans ce podcast, vous saurez comment l'équipe travaille et prépare les animations. On vous parle aussi de l'histoire du Charolais-Brionnais et de son patrimoine. Bonne écoute! Bienvenue dans le deuxième épisode de notre séance de rattrapage. Aujourd'hui, je suis accompagnée par Aurélien qui va m'aider à interviewer Dominique Fayard. Nous reviendrons ensemble sur l'apéro-conférence qui a eu lieu le 19 juin à la Maison Verneuil sur le thème « Vive les vacances, histoire du tourisme du XVIIIe siècle à nos jours ». Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Dominique, est-ce que tu peux commencer par te présenter ? Oui, bien sûr. Alors, je suis Dominique Fayard, la directrice du PETR du Pays Charolais-Brionnais. Je suis historienne de formation et c'est donc à ce titre que je me suis intéressée à l'histoire du tourisme. Parfait. Alors, pour commencer, peut-être que tu peux nous donner une définition de ce qu'est le tourisme. Oui, alors le tourisme, c'est une forme de loisir qui nécessite un déplacement. Les géographes en donnent la définition suivante, c'est-à-dire, je cite, « les activités déployées par les personnes au cours de leur voyage et de leur séjour dans des lieux situés en dehors de leur environnement habituel, à des fins de loisirs, pour affaires ou autres motifs. » Donc si on résume, le tourisme implique un déplacement hors de son domicile, de découcher une ou plusieurs nuits et de pratiquer une ou plusieurs activités de loisirs. Bon, très bien. Et quand est-ce qu'est née cette pratique du tourisme ? Alors le tourisme a d'une certaine manière toujours existé, puisque si on remonte par exemple au Moyen-Âge, les pèlerinages que les gens pouvaient faire sur les reliques des saints ou les croisades en Terre Sainte étaient des formes de tourisme, si l'on peut dire. Mais c'est une pratique qui débute véritablement en Europe au XVIIe et XVIIIe siècle. Et la période qui va du XVe au XVIIIe siècle est considérée par les historiens spécialistes du tourisme, je pense notamment à Marc Boyer, comme la préhistoire du tourisme. C'est à cette époque que se développe la pratique du grand tour, c'est-à-dire en fait cette pratique qui consistait à parcourir l'Europe. Donc c'était une pratique qui était le fait des aristocrates, les jeunes aristocrates britanniques et qui parcouraient le continent à la découverte de ce qu'on appelait les antiquités, c'est-à-dire ce qu'on appellerait aujourd'hui les patrimoines. Ils partaient avec leurs domestiques plusieurs mois, voire plusieurs années. Et donc, ce grand tour, finalement, c'est l'ancêtre ou les premières manifestations du tourisme. Donc tu viens d'aborder la notion du grand tour. Comment le tourisme a évolué par la suite ? Alors, le grand tour, c'est une forme de pérégrination. Donc, on passe ensuite au XIXe siècle à une forme de tourisme qu'on appelle la villégiature, donc qui implique un séjour plus ou moins long en un même lieu. Et on assiste au développement d'un phénomène qu'on appelle l'hivernage. On le connaît ici en Charolais-Brionnais par rapport au fait de rentrer les animaux à l'étable pendant l'hiver. Mais là, c'est quand toujours des aristocrates vont s'établir pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois pendant l'hiver sur la Côte d'Azur, enfin sur la Riviera française, puisque le qualificatif de Côte d'Azur n'est inventé qu'en 1887 par Stéphane Liégeard. Avant, on parle de la Riviera. Et donc, ils vont bénéficier en fait finalement des bienfaits du climat, de la végétation luxuriante, entre eux, pendant la mauvaise saison sur le continent, quand il fait froid, humide, ils fuient tout ça et ils s'installent sur la côte. Et l'hivernage se développe en particulier dans la ville de Nice, en fait, qui est le lieu emblématique de cette pratique. C'est d'ailleurs à ce titre que la ville a été inscrite récemment
sur la liste du patrimoine mondial, le 27 juillet 2021, sous le titre « Nice, la ville de la villégiature d'hiver de Riviera ». Donc c'est bien là qu'est inventée et que se développe cette pratique. Pratique favorisée par l'arrivée du chemin de fer dans la seconde moitié du 19e siècle, qui permet d'acheminer les touristes dans de meilleures conditions et plus rapidement. Ces pratiques ont aussi une incidence sur l'urbanisme en fait, de la ville de Nice, qui va se développer au fur et à mesure du développement du tourisme. Et un lieu emblématique de ce tourisme, c'est bien sûr la promenade des Anglais, qui a été aménagée entre 1822 et 1824. C'est sans doute l'empreinte la plus marquante en fait, de ce tourisme, et de ce tourisme qui, à l'origine, est principalement britannique. C'est une pratique à l'origine britannique et qui ensuite essaimée dans les autres pays. Et Nice est une ville très cosmopolite au XIXe siècle et accueille des classes aisées du monde entier, comme des Britanniques, des Russes, des Américains, des Allemands, etc. Et pour citer peut-être un chiffre de fréquentation, en 1913, Nice accueille 200 000 hivernants. On sait qu'il y a deux grandes destinations pour le tourisme. Il y a la mer, puis il y a aussi la montagne. Est-ce que la découverte de la montagne fait partie aussi assez de manière précoce des pratiques touristiques ? Tout à fait. Dès le XVIIIe siècle, on a des formes de pratiques touristiques dans les montagnes, avec les premières ascensions de sommets enneigés. On peut citer la première expédition touristique par 2 Anglais au glaciaire de Chamouni, à l'époque, on le prononce ainsi, en 1741. Quelques décennies plus tard, en 1786, c'est la première ascension du Mont Blanc. On a aussi un changement du nom du Mont Blanc, qui s'appelait précédemment le Mont Maudit. Et donc le changement de nom de Mont Maudit à Mont Blanc illustre bien en fait la crainte qu'on avait auparavant, voire la répulsion qui était inspirée par les sommets, et on a un changement en fait de regard qui va se produire au XVIIIe siècle sur les montagnes qui vont devenir l'objet de fascination. Les expéditions donc vont se multiplier, se développer. Alors c'est quand même un tourisme qui reste réservé à une élite. On est sur à peu près 1500 visiteurs en 1785. Mais c'est là où, à cette époque, sont ouvertes les premières auberges qui vont se transformer en hôtels. Et donc, on vient en villégiature dans les stations de montagne. Donc d'abord pour ces ascensions, ensuite pour des raisons thermales. Donc on assiste à un développement des stations thermales. On peut citer Saint-Gervais-les-Bains ou Aix-les-Bains, donc, où on vient prendre les eaux, mais on en a dans d'autres zones en France qui ne sont pas forcément des montagnes. Je pense à Vichy, par exemple, qui elle aussi a été inscrite au patrimoine mondial à ce titre-là. Donc on a un développement comme ça de la villégiature dans les montagnes, et ensuite un développement au XIXe siècle des sports d'hiver, donc qui va ressembler de plus en plus au ski en fait, que l'on connaît aujourd'hui. Donc c'est une pratique scandinave qui va s'étendre peu à peu. Et Megève est l'une des premières stations de sport d'hiver. Elle se développe suite à un investissement important de la baronne de Rothschild, qui va contribuer à son aménagement. C'est une station qui bénéficie d'un bon ensoleillement, d'un fort enneigement et d'une bonne accessibilité. Donc c'est parmi les premières stations de montagne. Et après, bien sûr, il y en aura beaucoup d'autres au fil de l'histoire. Le tourisme à la montagne va connaître véritablement son apogée dans la seconde moitié du XXe siècle, avec le développement massif donc des stations dans le cadre notamment du plan neige. En 1936, l'arrivée des congés payés va aussi apporter une grosse évolution dans le tourisme. Où est-ce qu'on part en vacances à partir de cette date-là, et grâce à l'arrivée de ces congés ? Alors oui, effectivement, en 1936, c'est une date importante dans l'histoire des congés en France, puisque les Français obtiennent du Front populaire leurs 2 premières semaines de congés payés. Donc ça va être synonyme de départ massif.
notamment les habitants des grandes villes qui vont vouloir bénéficier de ces vacances et qui vont vouloir découvrir la mer ou bénéficier des bienfaits de la campagne ou de la montagne. Alors il faut savoir qu'à l'époque, ces déplacements se font majoritairement en train. C'est le train qui est le mode de transport dominant. Il joue un rôle essentiel dans ces premiers départs en vacances, d'autant plus qu'un billet populaire de congé payé est institué, donc il offre des réductions en fait, concrètement, donc ça permet au plus grand nombre de partir. Mais malgré tout, ça reste encore le fait, on va dire, de jeunes couples ou de célibataires. Ce sont les populations qui partent majoritairement, encore peu les familles, sur des séjours qui restent de courte durée, au camping ou dans les auberges de jeunesse, parce que c'est un élément qui est encouragé par le Front populaire, en fait. Voilà, donc c'est des formes quand même de vacances particulières. Et les destinations, les plages du Nord, par exemple, le Touquet, Deauville en Normandie, le Croisic ou la Baule en Bretagne, et on peut en citer beaucoup d'autres. Mais on est encore loin des départs massifs et de la ruée vers la mer qu'on va connaître après la Seconde Guerre mondiale et qui sera permise par la généralisation de l'automobile et puis aussi la hausse générale du niveau de vie. Donc on ne peut pas dire que le tourisme de masse date de l'été 1936. On est dans les prémices. Il faut attendre l'après-Seconde Guerre mondiale. Et quand on regarde par exemple les photos qui ont été prises sur les plages à l'été 1936, elles témoignent de la présence d'une nouvelle population. Donc toutes les classes sociales potentiellement peuvent accéder aux vacances. Donc on y voit les classes populaires, on les reconnaît dans les tenues vestimentaires, les comportements. Et en fait, la présence de ces nouveaux venus heurte les habitués qui étaient des privilégiés, il faut le dire, et qui avaient fait de certaines stations balnéaires finalement leur lieu de villégiature. Et là, on vient un peu troubler, perturber leur environnement. Très bien. Et alors, est-ce que justement, tu pourrais nous citer un chiffre qui illustre bien, du coup, cette explosion du tourisme, ce passage d'un tourisme plus réservé aux élites au 19e siècle à un tourisme de masse? Oui, alors on a des chiffres, par exemple, concernant la Côte d'Azur, qui a accueilli environ 320 000 touristes en 1925. 1 million en 1956, 8 millions en 1985 et environ 11 millions aujourd'hui. Donc on voit bien cette progression exponentielle au cours du XXe siècle et jusqu'à nos jours. Donc ça s'accompagne certainement d'aménagement de la part des lieux touristiques. Quand on voit le nombre qui grandit comme ça aussi rapidement, on imagine bien que ces lieux ont dû s'organiser. Tout à fait. Ce phénomène touristique a une répercussion dans l'urbanisme en fait, de ces villes, de ces lieux. Il s'accompagne de la construction d'abord de pensions, d'auberges, puis ensuite d'hôtels, de villas, de palaces, d'appartements, de résidences de vacances, de campings, selon les lieux, les époques. D'équipements aussi, donc comme des musées, des équipements culturels aussi pour proposer des activités à ces touristes, des équipements sportifs aussi, l'organisation d'événements pour attirer du monde. On peut parler du carnaval de Nice, du festival de Cannes. Ce sont aussi des événements mondiaux qui contribuent au phénomène touristique. Si on prend l'exemple de la ville de Nice, on voit bien qu'elle s'est développée au fil des décennies, au fil de l'arrivée des touristes, d'abord pendant la saison d'hiver avec l'hivernage et ensuite pendant la saison d'été à partir des années 1920. Donc la promenade, par exemple, des Ponchettes, qui a été aménagée à la fin du XVIIIe siècle, la promenade des Anglais, au début du XIXe siècle, sont des lieux où la ville se transforme par rapport au développement du tourisme. L'aménagement généralement du front de mer est emblématique de ce phénomène où on peut se promener d'abord à cheval, et ensuite à pied, aujourd'hui peut-être en trottinette, donc ça, c'est des lieux marquants en fait dans ces cités balnéaires. Et à partir des années 1960,
le développement du tourisme va s'accompagner de travaux pharaoniques, on va dire, au niveau des bâtiments, travaux publics dans les stations littorales, à la montagne aussi avec le plan neige, et puis au niveau de toutes les infrastructures de transport. D'abord les autoroutes, si on cite l'exemple de l'A9 qui est construite dans les années 1960-1970, plus de 200 km, des travaux gigantesques. Les lignes de TGV ensuite, donc tout ça transforme profondément les paysages et on a des métamorphoses parfois considérables de ce paysage. Citons l'exemple peut-être le plus emblématique, celui de la Grande Motte, donc l'une des 7 stations balnéaires de la mission Racine. Donc la mission Racine, c'était une volonté du gouvernement français en fait de développer des stations balnéaires sur la côte languedocienne pour répondre à ce tourisme de masse et offrir aux Français un tourisme accessible à tous et éviter les déplacements qui se faisaient à l'époque jusqu'en Espagne sur la Costa Brava. Et quand on regarde la Grande Motte, c'est une station balnéaire qui est surgie de nulle part, des sables de la Camargue à la fin des années 60, pendant les années 70. Et elle est vraiment typique de cette époque de massification du tourisme. On est pendant la période des 30 glorieuses, etc. Et là, on a un vrai bouleversement du paysage, puisqu'on avait des lagunes, des marécages, et en une dizaine ou une quinzaine d'années, on a des immeubles pour accueillir les vacanciers. Malgré tout, le projet qui a été conduit par l'architecte Jean Balladur, qui a consacré... architecte philosophe qui a consacré donc une vingtaine d'années de sa carrière à l'élaboration de cette ville. C'est assez rare, il faut le souligner. Il y a peu d'architectes en fait finalement qui construisent comme ça une ville partant de rien jusqu'à en passant par la construction des immeubles, l'aménagement urbain et également l'environnement, puisque c'est au niveau de la ville de la Grande Motte, on a 70% en fait de l'espace qui est en nature en fait, boisé, herbé, avec des plantes, etc. Donc malgré tout, il y a quand même ce phénomène de nature qui est très présent. Et donc c'est une cité balnéaire qui a été incomprise longtemps et qui depuis quelques années bénéficie d'une sorte de réhabilitation. Il y a un journaliste qui a titré un article, je cite, de la grande moche à la grande mode. Et je trouve qu'il reflète assez bien ce qui s'est passé. Puisque c'est un lieu qui est redevenu à la mode, qui a bénéficié en 2010 du label patrimoine du XXe siècle, parce qu'en fait, cette cité balnéaire marque une époque. Elle symbolise l'invention du balnéaire pour tous. Et elle incarne aussi, pour de nombreux Français et Françaises, le souvenir de vacances heureuses. Et pour les historiens, c'est un lieu intéressant qui permet d'expliquer justement toute cette période des 30 glorieuses. Quel impact le tourisme a sur les territoires ? Alors, des impacts importants, comme des retombées économiques. C'est ce qui explique que depuis plusieurs décennies, les gouvernements ou les acteurs publics, locaux, départementaux, régionaux, élaborent des stratégies touristiques, aménagent des lieux et assurent la promotion des destinations. Et c'est un phénomène qui récemment s'est amplifié avec l'usage d'Internet et des réseaux sociaux qui ouvrent le champ des possibles à l'infini. Et le tourisme est perçu comme un facteur de développement. C'est même devenu un outil de développement local, notamment dans les régions en reconversion, par exemple en reconversion industrielle, les bassins miniers par exemple, ou en reconversion par rapport à l'agriculture, en recul. Donc tous les territoires font l'objet de mise en tourisme en exploitant, si je puis dire, les ressources locales, qu'elles soient paysagères, patrimoniales, culturelles, ou autres. Et on a des véritables politiques d'attractivité touristique maintenant qui sont menées et finalement qui placent les territoires en concurrence les uns avec les autres, puisque chaque territoire va vouloir capter un plus grand nombre de tourisme. Et parfois, dans certains lieux, on se heurte aujourd'hui à des phénomènes de surfréquentation avec toutes les conséquences que ça peut entraîner et toutes les nuisances que ça peut entraîner. On peut citer quelques exemples, comme les 5 terres en Italie qui sont confrontés à des fréquentations
inconsidérable dans des espaces finalement restreints où la circulation dans des petites routes devient complexe, voire impraticable. Plus proche de nous, le centre historique de Lyon. Donc, ce sont 2 sites qui sont inscrits au patrimoine mondial et qui ont à gérer ces flux touristiques, parce qu'il est impraticable certains jours dans les traboules ou autres. Donc, ça a aussi un impact pour la vie des gens qui vivent là, qui se retrouvent face aux foules. Et puis aussi des impacts comme, par exemple, sur le prix de l'immobilier, ou d'autres. Et puis des phénomènes de pollution, contribution au réchauffement climatique aussi. On peut avoir des limites à ce phénomène touristique de masse et jusqu'à des phénomènes de tourismophobie avec des habitants comme à Venise ou à Barcelone qui se mobilisent en fait contre ces pratiques qui deviennent finalement ingérables et qui finissent par avoir peut-être plus d'inconvénients que d'avantages pour les populations locales. Est-ce que le tourisme a touché aussi le Charolais-Brionnais ? Est-ce qu'on a des lieux emblématiques du tourisme en Charolais-Brionnais ? Oui, bien sûr. Alors, on n'est pas sur un phénomène de tourisme de masse. On n'a pas d'antiquité. On n'était pas sur le passage du Grand Tour, pas sur la Riviera. On n'a pas la montagne, mais malgré tout, on a des lieux touristiques. Citons par exemple Bourbon-Lancy et sa station thermale, qui est un lieu emblématique du tourisme en Charolais-Brionnais. Donc, les séjours se sont développés autour de la médecine thermale et ont pris de l'ampleur. C'est une cité qui a connu son âge d'or au XVIe siècle. L'activité touristique et de cure a ensuite périclité, mais a repris à partir du Premier Empire, mais surtout sous le Second Empire, à une époque où la pratique thermale est à la mode et mise à la mode notamment par l'empereur. Et donc, ça favorise son développement et le développement de Bourbon-Lancy et bien sûr aussi l'arrivée du chemin de fer dans la seconde moitié du XIXe siècle. Et c'est une époque où le tourisme autour de la cure thermale à Bourbon-Lancy va connaître un fort développement. Et alors peut-être un second lieu emblématique du tourisme en Charolais-Brionnais, c'est Paray-le-Monial, non ? Ah bien, on ne peut pas ne pas parler de Paray-le-Monial et de venir en pèlerinage à Paray-le-Monial, puisque c'est donc ces pratiques cultuelles qui sont à l'origine du tourisme, avec le culte du Sacré-Cœur qui s'est développé donc dans la cité parodienne au XIXe siècle, en lien avec les apparitions du cœur de Jésus à Marguerite-Marie Alacoque au XVIIe siècle. Le pèlerinage va débuter véritablement à partir de 1873 sous l'impulsion du père Drevon. Ensuite, il a connu des périodes fastes, d'autres un peu plus difficiles. Et l'apogée, c'est peut-être, si l'on peut dire, la venue du pape Jean-Paul II en octobre 1986, qui a été un événement emblématique. Il a ensuite pris, dans les années 1970-1980, une autre tournure portée maintenant par la communauté de l'Emmanuel. Mais de nombreux touristes viennent donc à Paray-le-Monial pour ce pèlerinage. En parallèle, d'autres pratiques, là des pratiques culturelles, avec la visite bien sûr de la basilique de Paray-le-Monial, l'image en réduction de la grande abbatiale détruite de Cluny III, donc ce qui motive une partie des touristes, une basilique très fréquentée, sans doute l'édifice le plus fréquenté du département de Saône-et-Loire, avec des chiffres qui, on dirait entre guillemets, selon les manifestants ou la police, oscillent entre 2 et 300 000 visiteurs par an, sachant qu'il n'y a pas de compteur à l'entrée, donc c'est pas forcément facile à évaluer. Mais c'est vrai que on a toutes ces pratiques, donc là, pratiques autour de l'art roman, en fait, de la visite de cette basilique, et qui se poursuit à travers le territoire, puisque les touristes, les visiteurs, vont voir aussi les églises et chapelles romanes du Charolais-Brionnais, très nombreuses, plus d'une centaine. Donc disséminés à travers le paysage de Bocage. D'autres lieux aussi, comme le viaduc de Mussy-Soudun, qui est aussi un lieu touristique en Charolais-Brionnais, érigé à la fin du XIXe siècle. Et donc dès son achèvement, même quasiment dès les travaux, en fait, on avait dans les archives de l'époque des mentions comme quoi ce viaduc, par ses dimensions, en fait, ce côté prouesse architecturale allait être visité donc assez rapidement et
c'est ce qui s'est passé. Les châteaux aussi, on peut citer l'exemple du château de Dré, le château de Digoine, sont des lieux touristiques qui justifient la venue de touristes sur le territoire. Peut-être plus insolite, la visite du marché de Saint-Christophe en Brionnais. Donc là, c'est la mise en tourisme finalement d'un outil de travail, des professionnels de l'élevage en fait, à partir des années 1970, mais surtout de la fin des années 1980-1990 avec la constitution d'une association. Et là, donc, on peut s'immerger en fait dans le marché avec des visites guidées, des dégustations de viande, etc. Donc un tourisme, je dirais, de moindre ampleur, plus diffus, plus proche peut-être aussi de la réalité des territoires. Et puis on a sans doute aussi des gens qui viennent, des touristes en Charolais-Brionnais, tout simplement pour le paysage de bocage. Et donc là, c'est plus difficile à mesurer et à percevoir en fait, mais ça fait aussi partie des atouts du territoire, le fait de venir se ressourcer au calme dans un environnement propice à la balade, à la détente. Donc, il existe différentes formes de tourisme en Charolais-Brionnais, loin des tourismes de masse, mais c'est ce qui fait aussi l'intérêt en fait, de venir dans ce type de territoire. Oui, et je trouve que les formes de tourisme qui se développent en Charolais-Brionnais, notamment par rapport à ce qui s'est passé dans les années 80-90 autour du marché de Saint-Christophe, ou même les gens qui viennent rechercher un tourisme plus vert, de nature, ça montre vraiment aussi que chaque territoire, finalement, a ses caractéristiques et peut en tirer parti pour une mise en tourisme. Parce que c'est vrai que peut-être à l'origine, on n'aurait jamais pensé que des touristes iraient visiter le marché de Saint-Christophe. Et puis aujourd'hui, ça fait partie des points d'attractivité du territoire indéniables. Exactement, il n'a pas été fait, conçu, imaginé, créé pour ça en fait, mais c'est vrai qu'on arrive aujourd'hui, on peut dire c'est un petit peu comme avec le patrimoine, finalement tout peut être patrimoine et patrimonialisé, valorisé, le tourisme, finalement tout site peut être mis en tourisme en fait, en exploitant un phénomène, un bâtiment, une pratique, un savoir-faire et en établissant une narration autour de ce site. Merci beaucoup Dominique pour toutes ces informations passionnantes sur ce sujet aussi passionnant qu'est le tourisme. Oui, merci beaucoup Dominique. Merci Aurélien, merci Marie. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à liker et à partager ce podcast avec vos amis et votre famille. Si vous avez des idées ou des suggestions, mettez-nous des commentaires. Et n'oubliez pas, pour ne rien manquer des prochains podcasts, pensez à vous abonner. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir.